Donc, je disais, maintenant, on va parler donc de la réalisation d'un processus aléatoire. Donc, ici, j'ai pris l'exemple d'un bruit blanc gaussien. J'aurais pu prendre une autre loi d'un bruit blanc, ben, peut être uniforme. L'essentiel, c'est qu'il soit décorrélé, donc qu'il n'y ait que de corrélation qu'au point zéro. Alors, ici, donc, on a choisi de travailler avec une moyenne nulle, une variance de 1. Donc, parce qu'on a supposé, on est obligé de supposer qu'il est non seulement stationnaire, mais ergodique pour pouvoir supposer que la moyenne ne dépend pas du temps. Ensuite, ergodique, calculer la moyenne temporelle remplacée avec la moyenne statistique. Ensuite, calculer la variance temporelle et remplacer avec la variance statistique. Moyenne, je le fais pour la moyenne et la variance. Donc, j'ai calculé la moyenne temporelle et je l'ai assimilée à une moyenne statistique. J'ai calculé la variance temporelle et je l'ai assimilée à une variance statistique. Et j'ai fait de même pour la corrélation. J'ai calculé une corrélation temporelle et j'ai considéré que le processus est non seulement stationnaire, mais ergodique pour pouvoir dire que c'est une autocorrélation statistique. Alors, je rappelle qu'un bruit blanc, dans le cas idéal, son autocorrélation s'écrit comme ça. Si c'est en discret, vous allez écrire Rx de K, sigma au carré, X, delta K ou K vaut 1 juste au point 0. Donc, normalement, encore une fois, dans le cas idéal, Sx de f, si je devais calculer sa TF, TD ou sa TFT, je devrais trouver sigma x au carré. On va regarder ce qu'on trouve. Alors, voici le bruit blanc donc, que j'ai généré. J'ai pris donc une moyenne de 0 et une variance de 1. Donc, logiquement, toutes les valeurs devraient se trouver entre 99% des valeurs entre moins 3 et 3. Je le vois ici entre moins 3 et 3, j'ai 99% des valeurs. Ça représente les 1% qui restent. Maintenant, si je compare la théorie et la pratique, si je regarde ici par rapport à l'autocorrélation statistique, on a trouvé quelque chose qui ressemble à Dirac, mais j'étais censé trouver quelque chose qui fait ça. Ce n'est pas le cas, parce que nous avons pris un nombre fini, nous avons simulé un nombre fini de variables aléatoires. Pour que vous trouviez quelque chose qui tende vraiment vers zéro, il faudrait que le nombre soit très élevé. Ici, si je augmente n, je devrais avoir des valeurs de plus en plus petites. Si j'augmente, alors ici, j'ai pris n 1000. N'oubliez pas, on est en temps, c'est parce qu'on est en train de travailler avec une réalisation. Si je prends un n plus grand, regardez, en ayant pris un n plus grand, vous avez des variations de plus en plus petites parce que on s'approche plus du cas idéal. Maintenant, cette DSP qui vaut, alors je vais la réécrire, cette DSP qui vaut sigma x au carré delta k, normalement ça TF, si je calcule la DSP, et rappelez-vous, on avait vu la DSP, donc temporelle avec laquelle on va assimiler, considérer que notre DSP, que la DSP que nous calculons est la DSP, donc la TF au carré du signal, donc x de f au carré sur n, on devrait trouver A. Alors si je regarde ici, il me met 10 puissance moins 6, je vais vérifier d'abord si j'ai bien calculé celle-là. Alors ici, donc, c'est la TF qui est donc la TF qui est divisée par n. Je vais l'écrire ici. Et ici, je n'ai pas besoin de diviser par n. Si je calcule la formule qui est donnée en cours. Donc, je vais réexécuter. Ensuite, je vais rétablir. Je vais vous dire pourquoi. Donc, ici, alors normalement, puisque la lecture que je fais ici, c'est la variance, elle est de 1, je devrais trouver quelque chose autour de 1. Si je regarde ici, je situe mon 1 où est-ce qu'il est. Alors, on a un souci ici. Donc, j'ai pas de puissance là. J'aurais dû trouver, je vais quand même vérifier que j'ai calculé la bonne valeur. Alors, 900, je reviens au programme. Alors, j'ai calculé la TF, j'ai fait FFT Shift. Ensuite, j'ai pris la TF au carré. Donc, sur toutes les valeurs A, peut-être qu'ici, j'aurais dû diviser par le nombre de points. Je vais quand même vérifier. Je suis censée trouver, je dois diviser par, je dois trouver 1. Donc, forcément, il y a une erreur quelque part. Je réexécute.
Ça marche. Voilà. Donc, on a trouvé une DSP ici. Voilà, parce que j'ai calculé la TF sur un nombre de points. Donc, ici, c'est 1. Si je écris ici, regardez là, voici mon 1. Voici mon 1 et je regarde toutes ces valeurs-là. Donc, vous avez des valeurs qui sont plus petites que 1, les voici. Certaines sont plus grandes que 1. Si on doit faire la moyenne de toutes ces valeurs, on doit trouver 1. C'est ce que j'ai fait par calculant. On sait comment calculer. Il suffit de faire mine. Mine de quoi? Mine de ça. Voilà, j'ai fait NP moins mine de SBF. Donc, la moyenne de ça, je regarde avec l'explorateur de variables. Alors, je l'ai appelé petit s. Où est-ce qu'il est petit s? Voilà, on a trouvé 1,01. Donc, c'est bien une TF donc, qui occupe tout l'espace. Je vais la relancer. Donc, vous occupez bien l'espace des fréquences. Ce qu'on a dit d'un bruit blanc, on a dit qu'il s'appelle bruit blanc, c'est par analogie au visible ou le spectre pour la lumière, on occupe toutes les longueurs d'onde. Donc, ici, toutes les bandes de fréquences. Et effectivement, la moyenne autour de 1. Vous n'avez pas des fréquences qui n'apparaissent pas. Donc, si je génère un bruit, je vais l'entendre plus ou moins élevé ici, un peu moins, mais n'empêche, il occupe toutes les fréquences. Alors, la manière dont j'ai calculé la TF, je tiens à faire d'abord deux remarques. Une première remarque, j'ai calculé NF. Bon, là, j'ai pris 10 000 points. Je vais le rétablir tel qu'il était, à 1000. Si vous prenez un nombre NF de points élevés par rapport donc au signal, donc notamment si je prends 100 000, je dois prendre beaucoup plus. Quel est l'intérêt de prendre un nombre de points? Ça, c'est lié à la TF. En fait, quand vous calculez une TF, si vous deviez, par exemple, vous avez au signal, sa TF, c'est ça. On va prendre un signal où sa TF, j'ai trouvé ceci. Si vous prenez 4 points, en fait, donc, vous verrez ce point, vous verrez également ce point, ce point, ce point par symétrie, pas celui-là. Avec ces 4 points-là, je ne pourrais pas faire un beau tracé de la TF. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à ce qu'on appelle la méthode du zéro padding. En fait, on prend plus de points. Donc, c'est comme si vous preniez votre signal, puis rajoutez des zéros. Ça lui permet de calculer une TF sur un plus grand nombre de points. Donc, ici, si je prends 8 points, je vais retrouver les points intermédiaires. Ici, là. Si je prends, par exemple, ça pour 8, si je prends 16, je vais encore insérer des points. Donc, plus vous allez prendre de points, et plus vous aurez un dessin beaucoup plus joli, beaucoup plus facile à interpréter. Parce que si je me contente des premiers points noirs que j'avais ici au départ, bon, je n'ai pas forcément tracé là où il fallait, d'accord? Si je commence par ces points-là, je ne peux pas voir que c'est un sinus cardinal. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai augmenté le nombre de points n. Maintenant, voyez tout ce que j'ai fait ici, là, tout ça. Il y a une fonction sous Python qui s'appelle périodogramme. Elle vous permet de calculer justement cette TF au carré. Donc, en fait, je vais décommenter et je vais superposer les deux tracés. Rappelez-vous que le premier tracé ici, il était en bleu. S'il fait un deuxième tracé dessus, il va mettre dans une autre couleur. Lui, la deuxième couleur, c'est de l'orange. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec le périodogramme? En fait, c'est une manière, le périodogramme est une manière de remplacer tout ce que je viens écrire là par une seule fonction qui s'appelle périodogramme. Alors, il faut juste faire attention à quelque chose, c'est qu'il calcule la TF au carré, mais la TF normalisée, c'est-à-dire il faut commencer par diviser la TF par n et ensuite prendre la valeur au carré. Donc, ce n'est pas la DSP qui est divisée par n. Rappelez-vous, tout à l'heure, mon dessin était bleu, donc si je dois tracer dessus, il devrait changer de couleur. Je regarde ici, on efface quand même les dessins. Je l'ai superposé dessus. Alors, je regarde ici. Voilà. En fait, bah, hormis cette première valeur qui est un petit peu différente, voilà, ici, reste voilà. C'est les mêmes valeurs, hormis celle-ci où j'ai eu une petite différence là. Donc, le tracé en orange, c'est superposé au tracé qui est en bleu. De toute façon, si vous augmentez un, je suppose que ce sera pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a une différence de précision par rapport à celle-là. Donc, donc maintenant, au lieu de calculer le période, la F en employant ces trois instructions, c'est-à-dire faire la FFT, shifter alors, je rappelle pourquoi on shift, je vais le noter ici. En shift, parce que lui, quand il calcule la TF, vous avez des indices discrets, il va le faire donc de 0 à FE. FFT shift, elle va juste ramener cette partie qu'il y a là de ce côté. Donc, vous aurez un tracé de moins FE sur 2.
à FE sur 2. C'est pour ça qu'on utilise FFT shift. Et ici, on crée l'axe des fréquences. C'est de moins FE sur 2, FE sur 2. Si vous regardez cette valeur, quand vous divisez par Fn, il va vous rester FE sur 2 jusqu'à FE sur 2. C'est pour avoir, comme vous avez NF points, nous avons aussi NF points pour faire correspondre chaque point des fréquences avec la bonne amplitude. Donc, voilà pour ce qui est donc, du bruit blanc et comment donc tracer directement sa DSP. On a fait les vérifications nécessaires. Donc, on a vérifié que ça ressemblait presque à un direct, que la TF était comme ça. Je reprends ici, si j'augmente encore une fois le nombre de points N, je vais prendre NF égale N, parce qu'ici, il va mettre, je suppose qu'il ne prend pas, il va mettre le même nombre de points, mais bon, par mesure de précaution, j'ai pris le même nombre de points. Alors, oui, j'ai pris un nombre beaucoup plus grand. Alors, on voit l'utilité de la FFT rapide. La FFT rapide vous permet de calculer la TF beaucoup plus rapidement. J'ai pris quand même un nombre de points un peu élevé. Je suppose qu'il va mettre du temps. Je ne voulais pas prendre autant de points, en espérant qu'il ne dépasse pas la capacité mémoire. Bon, je vais l'arrêter ici. Alors, CTRL-C ou CTRL-X. OK, je vais clore mon explication ici par rapport à ça. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'en prenant un nombre de points assez élevé, je pouvais donc avoir quelque chose qui ressemblait le plus donc à un Dirac. Voilà, et je vais mettre tout de suite la deuxième vidéo. Je vais parler de l'estimation spectrale. En fait, cette façon de calculer la DSP, il en existe plusieurs et on va les voir dans la suite. Alors, pour ce qui est justement de cette fameuse estimation spectrale, on vient de voir donc qu'on peut estimer donc la DSP en calculant la TF au carré. Et en fait, vous pouvez l'estimer de plusieurs autres façons, entre autres en calculant, par exemple, nous, on sait que la DSP, c'est la TF de l'autocorrélation statistique. Donc, bien qu'on ne l'ayant remplacé par l'autocorrélation temporelle. Donc, cette méthode-là, si vous l'estimez comme ça s'appelle le corrélogramme. Si vous l'utilisez comme on vient de le faire, ça s'appelle le périodogramme. Alors, avec le périodogramme, si vous voyez, quand on a remplacé, qu'on a trouvé la même chose, nous, on allait utiliser une fenêtre boxcar. Alors, dans le périodogramme, on peut utiliser différentes fenêtres. Si vous n'utilisez pas de fenêtre, c'est boxcar. C'est pour ça qu'on a trouvé la même chose. Mais on peut employer d'autres fenêtres, Hamming, Blackman, Bartlett. Toutes ces fenêtres-là, elles ont l'avantage, rappelez-vous les fenêtres. J'avais l'avantage qu'elles réduisaient les ondulations. Donc, quand je suis en train de faire une estimation, elles me permettent de réduire les ondulations, c'est-à-dire les lobes secondaires. Et à ce moment-là, mais elles ont un inconvénient. La fenêtre, vous avez la résolution, c'est 2 FE sur N. Ça, c'est 4 FE sur N. Ça, c'est 6 FE sur N. Donc, ça veut dire quoi? Cette résolution, c'est la taille du lobe principal. Ça veut dire que la lobe du principal de la fenêtre rectangulaire, c'est celui-là, c'est le plus petit. Toutes les autres fenêtres ont des lobes principaux beaucoup plus larges. Et du coup, quand le lobe principal est large, il ne va pas vous permettre de séparer deux fréquences. Parce que quand j'ai deux fréquences proches, donc j'ai deux lobes qui sont petits, je les vois. Mais si mon lobe a cette taille, elles seront inclus dans un même lobe. Il ne va pas pouvoir les séparer. Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'était donc pour le périodogramme et je peux essayer aussi, donc ça permet de réduire ces ondulations et on essaye aussi de les réduire en faisant autre chose. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle le périodogramme moyenné. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre tout le signal et on va calculer plusieurs périodogrammes que l'on va moyenner dans le but. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc moyenner les différents périodogrammes qu'on va trouver. Mais si ça, c'était n, donc on va prendre un n prime beaucoup plus petit que n. Or, la résolution dépend de FE sur n. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Si, puisque n est plus grand que n prime, donc FE sur n va être beaucoup plus petit, parce que si je prends le quart, le sixième, le huitième, va être beaucoup plus petit que FE sur n est plus grand, donc FE sur n sera beaucoup plus petit que FE sur n'. C'est-à-dire la résolution de ma fenêtre sera beaucoup plus grande. La largeur de lobe, quand je dis la résolution, non, la largeur du lobe principal sera beaucoup plus grande, donc je vais perdre en résolution.
Alors, cette technique qui s'appelle donc le périodogramme moyenné porte le nom de Welsh. Donc, quand on fait Welsh, c'est un périodogramme moyenné. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais décommenter ce qui vient par la suite et on va comparer donc les trois techniques dont j'étais en train de parler. Le périodogramme avec ses différentes fenêtres et le périodogramme moyenné, puis le périodogramme simple. Donc, on va décommenter tout ça et on va exécuter puis voir les différences. Donc, on exécute. Alors, j'ai dû faire quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc j'ai dû faire une modification. Je vais prendre NF, j'avais pris NF 2048. Alors, alors, j'ai dû sûrement modifier quelque chose, donc je vais d'abord la corriger. J'ai oublié de calculer le nombre de points, puisque normalement, N est censé être plus petit que le nombre de points sur la TF. On utilise NF, un nombre plus élevé que N, pour justement pouvoir avoir un calcul plus précis. Je regarde ce que ça m'a donné et on va comparer un à un. On va commencer par effacer ce qu'on avait mis tout à l'heure. Je change de couleur pour pouvoir écrire. Bien. Alors, pour pouvoir comparer, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tracé à chaque fois le périodogramme simple et avec celui qui était modifié. Donc, le périodogramme simple, alors je vais vous, pour les couleurs, donc en fait, donc, le simple, c'est toujours celui qui est en orange. Je l'ai appelé SI, voilà, périodogramme simple, avec une fenêtre rectangulaire. Je l'ai appelé SXF1. Quand j'ai voulu calculer le corrélogramme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la corrélation et j'ai calculé la TF de la corrélation. C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, pour celle-là, c'est le périodogramme en changeant de fenêtre. Et le quatrième, c'est la méthode de Welsh. Donc, on va en revenir à notre tracé. Et première chose, on remarque que le périodogramme et le corrélogramme, c'est pratiquement la même chose. Les différences sont mineures. On va zoomer ici, parce que justement, je peux le faire des deux façons. Mais pourquoi on a des petites différences quand même? C'est parce qu'on a, dans le premier cas, on a calculé donc directement la TF qu'on a élevée au carré. Donc, regardez, je vais zoomer partout et je vais expliquer une fois pour toutes. Ça me permet de rajouter la notation tout de suite. Donc ici, donc rappelons que celui qui est en orange, donc ce qui est en orange, c'est périodogramme simple, à chaque fois, dans les deux cas, dans les trois cas. Ici, quand on a fait le corrélogramme, si vous remarquez, c'est quand même, il a moyenné, regardez, ici, il a moyenné, ici, il a moyenné. Pourquoi? Parce que vous faites deux estimations. D'abord, vous calculez la corrélation et ensuite, vous calculez la TFD de la corrélation. Ici, cette TF n'est pas calculée de moins l'infini à plus l'infini. Donc, vous avez un nombre de points fini. Ici aussi, le nombre de points finis, du fait que donc, les deux, ce sont deux estimations. Du coup, vous avez un effet donc de moyen-âge, parce que quand vous avez calculé ici, c'est une estimation, ce n'est pas la valeur exacte. Et ici, il a recalculé la TFD. Donc, entre le corrélogramme et la TFD, je remarque que je vois, là, j'ai pris un cosinus plus du bruit. J'ai bien un spectre en moins 5000 et un spectre, bien sûr, en 5000. Je remarque ici qu'il y a un effet de moyen-âge. Je peux adopter le corrélogramme comme outil qui me permet donc de moyenner un petit peu ces valeurs. Maintenant, je regarde. Donc, le corrélogramme me permet un meilleur lissage que le périodogramme simple. Mais, le problème, c'est que vous calculez une fonction de corrélation. Vous prenez du temps. Et lui, pour calculer cette fonction de corrélation, donc, au lieu de calculer une TFD direct, donc périodogramme, c'est x de f au carré. Là, vous calculez ça. Ensuite, vous faites la TF de ça. Maintenant, si je regarde avec Hamming, alors avec Hamming, regardez ici, vous avez un spectre beaucoup plus large, mais vous avez également cet effet de moyen-âge, c'est-à-dire ça et ça, il l'a pris, il l'a mis là. C'est-à-dire, vous avez comme si vous aviez l'enveloppe du spectre initial. D'accord? J'ai une résolution qui est meilleure. Donc, ma résolution est meilleure. Pardon. Mes lobes secondaires, ma résolution n'est jamais meilleure. La meilleure, c'est toujours celle-là. Ma résolution, c'est toujours celle originale, celle où vous avez tracé avec ce signal. Donc, je disais, mon signal, le tracé de mon signal est beaucoup mieux, c'est-à-dire par rapport à l'effet, donc il est en train
j'ai de plus petites ondulations, pas de plus petites, j'ai moins d'ondulations, bien que l'amplitude est plus grande parce qu'il est en train de les sommer ici, mais je perds en termes de résolution fréquentielle parce que mon lobe principal est plus large. On va le voir mieux quand je vais rajouter des fréquences. Ici, avec la méthode de Welch, effectivement, mes ondulations, il a moyenné. Alors, normalement, si lui, il a tracé comme ça veut dire que son zéro se trouve ici. Donc, quand vous allez faire la lecture, voilà, il y a eu un décalage. Quand même, vos moyennes sont beaucoup plus petites autour de cette valeur. Mais, regardez la largeur de la fenêtre principale. C'est normal puisqu'on a diminué n, il fait la moyenne. OK. Le fait qu'il fasse la moyenne, il atténue tout ça. J'ai moins d'ondulation. Mais, la largeur de votre fenêtre principale est beaucoup plus grande. Donc, si je regarde ici, alors je vais le tracer euh, justement pour vous montrer ces différences. Je vais prendre deux fréquences proches. Alors, je l'ai mis ici. En fait, regardez, déjà, quand vous prenez 100 Hz, je vais prendre deux fréquences proches, l'un en 5000, l'un en 5000 Hz. Je réexécute mon programme. Je vais zoomer juste sur la partie. De toute façon, on le voit, je n'ai pas besoin de zoomer. On voit ici que sur les deux tracés que j'ai là, sur les deux tracés que j'ai ici, vous avez vu, il y a ici aussi un problème d'amplitude. C'est-à-dire, on a l'impression que les ondulations ici sont plus grandes, mais si vous divisez par deux, vous allez trouver des ondulations beaucoup plus petites. Ici, regardez, je vais le mettre là, j'arrive à séparer mes deux fréquences. On a dit en orange le périodogramme simple. J'arrive à séparer les deux fréquences. Ici, il croit qu'il n'y en a qu'une. Pourquoi? Parce que la résolution fréquentielle, en ayant avec un n plus petit, j'ai f sur n beaucoup plus grande. Donc, la taille du lobe principal est beaucoup plus grande. Ici, on va zoomer pour mieux voir. Là, c'était évident, je le voyais. Ici, on va voir l'effet que ça fait. J'arrive à voir les deux fréquences, aucun souci. Ici, je les vois bien, il n'y a pas de problème parce que c'est périodogramme simple. Je vais aller plus loin, je vais encore diminuer c'est-à-dire jouer sur la résolution fréquentielle. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Je vais prendre encore des fréquences beaucoup plus proches. Je prends 50, je vais prendre 40. Et normalement, à ce moment-là, le périodogramme simple devrait les différencier. Mais Hannig, comme la fenêtre est beaucoup plus grande, je ne serai pas en mesure de les différencier. Je regarde ici, je zoome. Voilà. Bon, j'ai ma zoom, je vais faire autrement pour qu'on puisse bien voir. Appelez-vous orange, c'est le nôtre. Regardez en bleu, qu'on voit bien. Ils n'ont pas comme je veux. L'essentiel, si vous regardez ici, vous voyez une seule fréquence. Je ne sais pas pourquoi il fait juste le point. On voit qu'une seule, alors qu'avec le périodogramme simple, j'ai un grand pouvoir de séparation. Mais mes ondulations sont beaucoup. Il y a une énorme variance. On parle d'erreur qui est le biais, et on parle de variance qui est l'écart par rapport à la moyenne. C'est l'écart, on va dire, c'est la moyenne des écarts. C'est la moyenne des écarts par rapport à la valeur trouvée. Donc, encore une fois, c'est suivant l'application que vous allez tester. Si vos fréquences, si votre sillage ne comporte pas des fréquences trop proches, vous pouvez vous travailler avec Welsh ou la fenêtre de Hamming. S'il est très bruité, vous utilisez Welsh parce que ça vous permet de réduire les ondulations dues au bruit. Si vous travaillez avec un signal qui, dans les fréquences, sont très proches, il faudra utiliser le périodogramme simple ou la méthode du corrélogramme qui vous permet non seulement de séparer les fréquences, mais qui vous permet aussi de réduire les ondulations. Voilà, donc pour cette partie, on va s'arrêter là.